Négociations directes autour du conflit en RDC, Kinshasa M23. Rendez-vous fixé pour le 9 avril 2025 au Qatar, nous apprend la prospérité. L'émir du Qatar compte désormais assurer une médiation plus active pour les règlements pacifiques du conflit qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo. Information confirmée par les journaux qui estiment que le Qatar a pris des vitesses. La médiation africaine, un camoufle pour les institutions sous-régionales africaines dont les antagonismes ont fait échouer toutes les tentatives de la médiation. Cette rencontre facilitée par les Qatar enchérit Forum des As. De son côté du conflit, l'objectif est de trouver une solution pacifique à la guerre dévastatrice qui oppose les forces de la RDC et les M23 soutenues par le Rwanda. Mesdames, Messieurs, grande tribune, nouveau numéro, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux M. Eric Massimbo, il est analyste politique, il nous fait l'honneur d'être avec nous. M. Eric, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je salue l'équipe technique, je vous salue et je salue mon collaborateur et ami Manix Yenda. Merci beaucoup, vous l'avez dit, Monsieur Manix Yenda, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Monsieur Manix, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Salutations à mon ami Eri et je salue le peuple congolais, le Congolais de la diaspora, autant pour le Congolais du Congo profond. Consultation, cohésion nationale, pour quelle issue? Et puis on revient sur le décès du policier Fiston Kabea, on en parle également. Alors, Monsieur Manix, comment avez-vous analysé, compris ces drames qui a secoué les réseaux sociaux, qui a essayé également de toucher ou de crabousser la Première ministre? D'abord, ce qui est évident, nous avons perdu un Congolais de plus et une mort de plus à ces stades, c'est une mort de trop. C'est un policier de surcroît qui fait paisiblement son travail et malheureusement l'incident est arrivé au point de rendre l'âme de ces policiers qui est parti dans des conditions le plus déplorables. Et nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances le plus attristées d'abord à la famille biologique, mais aussi à la police nationale qui vient de perdre les leurs. Mais seulement nous avons vu un débat autour de ce sujet, un débat qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, un débat teinté de beaucoup d'émotions et même d'acharnement politique sur la première ministre Judith Suminwa, à qui l'on veut responsabiliser la mort de ces policiers Fiston Kabea. Pourtant, la première ministre, qui est une autorité conduite dans le cadre d'un cortège, est protégée par son service de sécurité, alors que le cortège de la première ministre s'est dirigé vers l'OUA, certainement pour la rencontre avec le président de la République. Et les cortèges de la première ministre étaient arrivés à la destination, mais malheureusement, le commandant, le major chargé des sécurités de la première ministre, il paraîtrait, d'après les témoignages d'un policier qui a d'ailleurs réveillé la curiosité de l'opinion nationale, qui nous a donné quelques révélations. Il paraît que les majors étaient revenus avec certains éléments, ils ont appréhendé l'épaisseur, on l'a tabassé, et puis après, on l'a amené à l'auditorat militaire, et quelques jours après, l'épaisseur est décédé. Et donc, dans ce débat intervient la question des responsabilités. La plus grande question que nous nous posons ici, qui est responsable de la mort de Fiston Kabea? Est-ce c'est les commandants chefs de sécurité de la première ministre? Est-ce c'est la première ministre qui est responsable? Ou est-ce c'est l'État qui doit payer les prix sur la mort de ces policiers? Permettez-moi en quelques secondes de m'étendre un tout petit peu sur cette question des responsabilités.
En parlant de responsabilité, nous pouvons éclater cette question sous 4 axes. Parce qu'ici, il faut parler de la responsabilité pénale, de la responsabilité civile, de la responsabilité politique et enfin, parler de la responsabilité morale. Du point de vue de la responsabilité pénale, déjà que nous sommes dans une législation bien connue, le droit positif congolais, qui a ses règles et principes, mais aussi l'équité et la doctrine, autant pour la jurisprudence qui organise les cadres juridiques congolais. Et il y a un principe en droit pénal qui dit « nullum crimen, nulla poena, sine lege ». C'est-à-dire, il n'y a pas de peine, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de condamnation, il n'y a même pas de procédure en dehors de la loi. Okay. Deuxième chose, la loi dit, la Constitution de surcroît, que nul n'est censé ignorer la loi. Alors ici, je voudrais nous inviter à réfléchir un tout petit peu sur cette question des responsabilités pénales. Quand est-ce que Mme Judith Souminoua peut être responsable pénalement sur cette question? C'est lorsque Mme Judith Souminoua intime l'ordre à ces éléments de frapper et au point de tuer ses PC. C'est à ce moment-là que la responsabilité pénale de Mme Judith Souminoua sera engagée. Parce que la responsabilité pénale est reconnue comme une obligation faite à une personne de répondre devant un tribunal de ses faits commis, de son infraction commise, et que le tribunal le condamne conformément à la loi en raison de ces principes que je viens de dire tout à l'heure, le nullum crimen nulla poena sine lege. Mais que dit la Constitution au travers de son article 17 alinéa 8? La Constitution dit on ne peut pas arrêter, condamner ou détenir quelqu'un pour des faits qui ne sont pas commis par lui, pour des faits autrui. Likamboya M. Eri, Mabé à M. Eri, infraction commise par M. Eri, Bokoiko Kangela Yango Manik c'était. C'est ça le principe de la responsabilité pénale. Mais seulement, il y a une insiste que nous devons placer pour éclairer la lanterne. Beaucoup de gens disent que l'infraction est individuelle. Non, l'infraction n'est pas individuelle. L'infraction peut être collective. C'est comme ça qu'on parle de la complicité ou on parle de la participation dans la commission de l'infraction. Mais ce qui est individuel, c'est la responsabilité. Et donc ici, vous allez vous rendre compte que la responsabilité pénale de Mme Judith Souminoua n'est pas démise. Autant pour la responsabilité civile. Ici, en réalité, les responsables civilement seraient la police nationale, de surcroît l'État. Parce que ces gens-là qui étaient commis à la sécurité de la première ministre sont des éléments de la police affectés par les ministères de l'Intérieur. Encore que lors d'un cortège, lors d'un meeting populaire ou d'une activité publique, l'autorité dépend de son service de sécurité. Le président de la République lorsqu'il sort, les ministres lorsqu'il sort, la première ministre lorsqu'il sort, un DG lorsqu'il sort, c'est son équipe de sécurité qui est tenue de les protéger. Et ici, dans le cas sous examen, l'autorité est obligée de se soumettre aux obligations et impératifs de son service de sécurité. Le contraire n'est pas possible. Et donc, ici, ni la responsabilité pénale n'est engagée, ni la responsabilité civile, moins encore la responsabilité politique, parce que j'ai même entendu les gens qui disent il faut que le Parlement convoque Mama Souminoua pour l'interroger sur cette question, alors que le Parlement peut convoquer la première ministre que si il s'agit d'une question qui relève dans le cadre de sa fonction et des attributions et missions qui lui sont conférées par la loi. Est-ce une telle réalité fait partie des attributions de la première ministre? Et même sur cette question de la responsabilité morale, Mme Judith Souminoua ne peut pas démissionner. Elle ne peut pas démissionner parce que elle est consciente qu'elle est totalement innocente, parce qu'elle est consciente, même la loi ne la reproche pas. Parce que je finis par là, pour qu'une responsabilité pénale soit engagée, il faut l'existence de deux choses. La première des choses, c'est la culpabilité, l'existence de la faute. Il faut que la faute existe d'abord. Deuxième chose, c'est l'imputabilité. Il faut que la loi vous impute la faute que vous venez de commettre et que la loi soit en mesure de vous condamner par rapport à cela. Et donc, toutes ces choses n'étant pas existées, vous ne pouvez pas
condamné. C'est la récupération politique. Non, mais justement, la récupération politique se fait en ce moment. D'abord, parce que nous sommes pendant une période d'enjeu politique de consultation nationale, parce qu'il semblerait qu'il y aurait soit remaniement, ou soit réajustement du gouvernement, ou soit changement carrément du gouvernement. Et donc, il y a des gens qui convoitent la fonction de Mama Souminois. Il y a des gens qui veulent le départ de Judith Souminois. Il y a encore des gens qui ne se sentent pas à l'aise par le fait que Souminois a doublé les salaires des policiers. Comment quelqu'un qui a doublé les salaires policiers peut se mettre en porte-à-faux en voulant chercher même la mort d'un policier qui en réalité ne dérange même pas sa fonction? Ça n'a pas de sens. Et donc, ici, il n'y a pas lieu de faire des acharnements, les lynchages politiques, la haine ou la mauvaise foi contre une dame qui n'est même pas capable de tuer un être humain. Très bien. Moins encore de porter le sang d'un Congolais. Votre analyse également, M. Eric, sur cette affaire? Eh bien, cette affaire, d'abord, c'est une vue de moi pour le Congo, comme mon co-débatteur a dit, parce qu'il s'agit d'un Congolais avant d'être policier. Il s'agit d'un Congolais qui régule la circulation sur la route et que les chefs de sécurité de chef du gouvernement, Mme Souminois Judith, qui aurait arrêté, pris le policier et l'amené dans une prison, machin, tout ça, et de ces tortures dont le policier a été victime et succombé. Donc nous regrettons tout cela et je présente mes sincères condoléances à sa famille biologique et à la police nationale et aussi à la police provinciale, notamment le nouveau commissaire divisionnaire de la police, Israël Kantou Bakoulou, qui va prendre récemment ici ses fonctions. Donc nous regrettons beaucoup, nous présentons nos sincères condoléances. Et dans tout ce qui se passe, je suppose qu'aujourd'hui c'est tout un acharnement sur la personne de la Première ministre, Madame Judith Souminois. Parce qu'il faudrait le dire, il ne faudrait pas se répéter ou répéter les mots de mon co-débatteur. C'est que ça se passe dans une circonstance où une femme, Judith Souminois, a réussi ce que les hommes n'ont pas pu réussir à le faire. Elle a eu à doubler les salaires des policiers et militaires et aussi a réussi à augmenter la prime pour les militaires qui sont au front. Donc c'est une décision d'abord courageuse qu'elle avait prise en le faisant. Il ne vaudrait pas qu'elle ne se sente pas qu'il sera dans une situation de confortabilité. Non, il y a des gens qui voudront le mettre les pots de banane sur sa route. Mais dans tout ça, qu'elle soit résiliente, encore plus déterminée à pouvoir servir ce peuple, parce qu'il n'y a aucun intérêt, raisonnant un peu, même moins 10 secondes, quel intérêt pour Madame Judith Souminois de pouvoir porter atteinte à la vie d'un policier. Un policier dont elle s'est battue pour que le policier puisse obtenir le double de son salaire avec les militaires et aussi augmenter la prime des militaires au front. Donc, j'appelle aussi ici toutes les femmes à pouvoir soutenir Madame Judith Souminois parce que c'est aussi le sexisme qu'on a remarqué au sein de la classe politique parce qu'aujourd'hui, pourquoi Madame Souminois est aussi pointée du doigt, en partie, c'est parce que c'est une femme. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme qui se bat aux côtés des chefs de l'État pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même pour l'amélioration des conditions de vie des policiers et des militaires. Donc, c'est aux femmes aussi de pouvoir prendre cet acharnement en main pour pouvoir contrer cet acharnement et faire taire toutes les voix qui s'élèvent pour mettre des pots de banane sur la route de Madame Souminois. Et quant à nous autres, nous l'encourageons et à rester très résiliente
et déterminées à pouvoir donner la meilleure d'elles-mêmes pour l'amélioration, encore une fois, de ces policiers et de ces militaires. Merci beaucoup. Alors, consultation, cohésion nationale, pour quelle issue? Alors, M. Manix Yenda, pensez-vous que les consultations sont véritablement un moyen pour renforcer la cohésion nationale ou sont-elles une simple manœuvre politique? D'abord, moi je pense que la consultation politique, c'est un lapsus lorsqu'on parle de consultation nationale. Il ne s'agit pas de consultation nationale, c'est une consultation politique. Très bien. Où le président de la République fait preuve de sa flexibilité politique pour prendre toutes les vues et toutes les forces vives de la nation afin de voir comment est-ce qu'on peut constituer un gouvernement qui aura pour caractéristique de base l'unité nationale et qui aura pour mission majeure la restauration de la paix, la récupération des territoires occupés, mais aussi la garantie du territoire ou de la protection du territoire national. Mais parlons d'abord de consultation politique dont il est question. La consultation politique a pour finalité la constitution d'un gouvernement. Et ce gouvernement doit avoir un statut dénominatif. Il est vrai déjà d'entrée de jeu, eux-mêmes l'appellent un gouvernement de large cohésion nationale. Mais moi, je l'appelle un gouvernement de crise ou un gouvernement de guerre. Parce que la mission principale de ces gouvernements, c'est la restauration de la paix. C'est la restauration de l'autorité publique de l'État. C'est le fait d'arrêter l'hémorragie de l'insécurité. C'est la récupération des territoires occupés. C'est la victoire de l'armée congolaise contre l'ennemi. C'est ça l'objectif principal. Et donc, ce gouvernement doit être appelé un gouvernement de guerre ou à la limite un gouvernement de crise. J'ai fait partie des gens qui ont été consultés. Très bien. Par le conseiller spécial en matière de sécurité chargé pour cette question de consultation politique. Et lors de nos échanges, avec toute transparence et beaucoup de liberté dans les échanges entre le professeur Ebérande Kolongele et notre corporatif, parce que c'était une coalition de mouvements politiques, les mouvements associatifs, conduits par une dynamique de jeunes qui nous a permis effectivement de causer et d'échanger avec le professeur Ebérande. Mais moi, je lui ai proposé, en ce qui concerne la taille, je lui ai proposé la taille d'un gouvernement qui aura 26 ministres, en raison de chaque ministre par province. Mais pourquoi? C'est pour effectivement garantir les caractères de l'unité nationale. Parce que lorsque nous avons chaque ministre qui représente chaque province de la République démocratique du Congo, cela est une symbolique par excellence pour maintenir les caractères unité nationale. De deux, la taille de 26 ministres nous aiderait à rencontrer ces besoins de la réduction de train de vie des institutions de la République. Parce que pendant ce moment de guerre, nous n'avons pas besoin d'un gouvernement pléthorique. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement qui va saigner davantage les trésors publics de l'État. Un gouvernement budgétivore, non. Nous avons besoin d'un gouvernement qui va aider l'État à mobiliser davantage le fonds pour accompagner l'armée nationale. Troisième chose, j'ai proposé à M. Ebérande l'idée de ne pas payer les membres de ce gouvernement-là. Ils n'auront pas droit à un salaire parce que nous sommes dans un contexte de guerre. À la limite, ce qui sera prévu, c'est ce que moi j'appelle une prime de guerre. Et la prime de guerre qu'on va donner à un ministre dans ce gouvernement de guerre ou gouvernement de crise sera le même montant à la prime de guerre qu'on donne à un général au front. Non, mais parce que nous sommes dans un contexte de guerre. La gestion d'un pays dans une période de guerre est une gestion exceptionnelle. Et je suis allé plus loin. J'ai même proposé les caractères d'un budget qu'on aura après avoir installé ces gouvernements de crise. Ça ne sera pas un budget national classique.
j'ai sollicité l'idée auprès du professeur Eberande d'asseoir une politique d'un budget-programme. Parce que la seule différence qui existe entre le budget national classique avec un budget-programme, c'est que dans le budget-programme, la part des rubriques budgétaires destinées pour l'institution, cela est destiné pour le programme que porte l'institution. Parce que ici, nous avons plus besoin des programmes que des institutions. Ça veut dire pour un ministère qui a dans sa manière de gérer un cahier des charges, ce ministère doit avoir un programme d'exécution. Et les ministères de finances, les trésors publics national va allouer les fonds non pas pour assurer le fonctionnement du ministère, mais pour accompagner l'exécution du programme porté par les ministères. Parce qu'en réalité, l'objectif, je l'ai dit, c'est la paix, mais l'objectif c'est aussi le social. En ce moment, s'il y a deux choses que nous devons réaliser lors de l'installation de ce gouvernement de guerre, il faut restaurer la paix, mais aussi il faut répondre aux problèmes socio-économiques du pays. Merci beaucoup. Alors, M. Erki, votre analyse par rapport à ces consultations justice. Eh bien, vous savez, nous sommes dans un contexte exceptionnel où le pays est envahi dans sa partie est et des grandes villes, si pas les deux capitales des deux provinces, du Nord et du Sud Kivu, sont aujourd'hui sous contrôle d'une armée étrangère en complicité avec certains brebis galeuses de la nation. Et le chef de l'État a jugé bon de pouvoir élargir son gouvernement, de créer un gouvernement d'union nationale, pour pouvoir élargir notamment pour pouvoir élargir ces gouvernements des Souminois et avoir un Souminois 2. Donc, et cela s'est fait par les consultations, à travers les consultations qui est menée ces jours par le professeur Eberande Kolongele. Et donc, le chef de l'État, étant donné que c'est lui qui est le symbole de notre unité nationale et le garant de la nation, c'est lui qui juge la nécessité et l'opportunité de pouvoir initier une initiative et de pouvoir lever. Donc, nous voyons dans ces consultations la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais pour comment réussir cette formation? Parce que c'est ça aussi une page de manœuvre que celui qui consulte aujourd'hui devrait jouer pour pouvoir fédérer toutes les forces tout autour de cette initiative du chef de l'État. Parce que jusque-là, je n'ai pas vu les invitations être lancées de manière individuelle et officielle au regroupement, d'accord, de la majorité et aussi de l'opposition, parlementaire et non parlementaire. Parce que, hormis le point de presse, je pense, si j'ai une bonne mémoire, qui a été fait par son directeur de cabinet, mais jusque-là, rien encore n'a été lancé de manière individuelle. Mais nonobstant cela, je pense que nous sommes dans une sphère politique. Certaines consultations aussi peuvent être occultes. Certaines personnes aussi pourraient accepter d'être consultées que derrière les caméras plutôt que devant les caméras. Et ce qui va déterminer tout ça, c'est le nom ou le figure que nous aurons incessamment dans ces gouvernements de large union nationale, s'il faut le dire. Et quelles sont les attentes de la population par rapport à cela? La population, surtout celle des deux provinces qui sont aujourd'hui sous occupation, c'est la paix. C'est de restaurer l'intégrité territoriale de la patrie dans ces zones-là. Et que ces populations puissent vaquer librement à leurs occupations et regagner
leur milieu naturel. C'est ça les souhaits de la population de l'Est du pays. Et aussi l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, ce sont les principales missions ou les principaux objectifs qui seront assignés à ces gouvernements. Et le chef de l'État, pour cela, devrait être intraitable par rapport aux membres de ces gouvernements. Parce que j'ai entendu M. Manix proposer la taille du gouvernement pour répondre à la question de la cohésion nationale. De la cohésion nationale. Vous savez, la cohésion nationale ou l'unité nationale, c'est une question qui est traitée dans l'anthropologie politique et aussi dans la psychologie politique. C'est juste des manipulations de mots qu'on jette dans l'opinion publique pour pouvoir prendre telle ou telle autre posture et changer des attitudes. Mais au fond, c'est juste de la manipulation psychologique. Alors, donc, oui, à ces jours, nous, on peut descendre sur terrain et lancer des messages d'unité, d'accord, et de la cohésion. Il suffit que le message soit lancé par les leaders d'opinion, d'accord, qui ont un ancrage social au sein de la population, et l'ego sera lancé. Et le peuple va avaler ces comprimés. Parce que le comprimé qui est avalé aujourd'hui par le peuple, c'est le comprimé, il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas l'unité. Mais comment définir la cohésion alors? Est-ce que ceux qui disent qu'il n'y a pas la cohésion nationale peuvent nous définir c'est quoi la cohésion? L'unité, comment ils peuvent définir l'unité nationale? D'accord? Est-ce que l'unité nationale, c'est le fait d'avoir les opposants et les gens de la mouvance dans un même gouvernement? C'est ça l'unité? C'est ça la cohésion nationale? Vous pouvez les avoir tous. Mais même au sein de cette cohésion, il peut y avoir des manques de cohésion et des manques d'unité au sein de cette même méga ou giga structure que vous voulez créer. Alors j'avais une petite question. Comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles ces consultations seraient principalement une tentative de la majorité actuelle pour renforcer son pouvoir face à l'opposition et non pour résoudre la question sécuritaire? Mais c'est leur analyse. C'est leur analyse. On voudrait bien avoir les documents techniques qui est utilisé par le professeur Eberande pour voir si c'est parmi les objectifs poursuivis dans ces consultations. Je crois que toutes les approches et les méthodologies définies dans ces documents techniques tels qu'exécutés par le professeur Eberande, c'est là qu'on peut voir et dire quels en sont les objectifs. Est-ce que l'objectif de ces consultations de pouvoir réduire la force de l'opposition? Mais si vous estimez que c'est de pouvoir réduire la force de l'opposition, mais renforcez-vous. Mais le chef de l'État vise à élargir son gouvernement pour pouvoir mettre fin à la guerre et non fragiliser l'opposition. Parce que quand vous dites fragiliser l'opposition, c'est que psychologiquement parlant, vous êtes déjà fragile. Mais soyez déterminés. Faites des propositions. Faites des lettres ouvertes au chef de l'État avec des propositions conséquentes pour pouvoir amener la paix dans la partie est du pays. D'accord? Mais n'est pas de lancer des mots qui frisent l'opinion, qui créent des tensions inutiles au sein de la population. D'accord? Tous ces mots qui sont lancés par l'opposition sont des mots qui visent à pouvoir mettre la population dans une posture de soulèvement. C'est ça en fait, ça joue sur tout ça. Et le chef de l'État, à ces jours, en tant que le symbole de notre unité nationale, a lancé ces consultations. C'est lui qui veut y participer et qui peut bien y participer, mais aussi le professeur, nous l'invitons à pouvoir lancer aussi des invitations de manière individuelle à chaque parti politique ou regroupement politique. D'accord? Pour ne pas, des mois après demain, qu'ils puissent avoir le mot à placer pour dire nous n'avons pas été invités. Parce que les gens le diront. Mais ces jours, il faudrait lancer des invitations officielles. Signer tel regroupement FCC machin, tel regroupement X ou Y, tel regroupement Malanda, tel regroupement Lidamé. Lancer les invitations. Qui ont refusé la mettre en Dieu officiellement. Mais
officiellement, est-ce qu'ils ont été... ne veulent même il y a pas des délégations. Non, non. Parce qu'ils pensent que... Ils attendent. Pourquoi ils répondent? Veut sauver son pouvoir. Non, non, non. Mais Félix, est-ce que le pouvoir de Félix Tshisekedi est éternel? Je ne pense pas. Il doit assumer. Est-ce que Félix Tshisekedi est éternel? Je ne pense pas. En tant qu'être humain, nous avons une durée de vie. Et en tant que pouvoir, le pouvoir a un mandat. Le chef de l'État, dans l'actuelle constitution, a un mandat une fois renouvelable. Donc, le chef de l'État n'a pas à sauver son pouvoir ou à sauver sa survie politique, mais plutôt à sauver la nation et la patrie qui est aujourd'hui menacée et occupée par les forces étrangères. Donc, dans sa qualité de garant de la nation, il est censé de pouvoir faire, s'il faudrait, des compromis, comme Mobutu l'avait fait, comme Mobutu le disait, s'il faut conclure les accords avec les diables pour refaire l'unité de ces pays, il faudrait les faire. Donc, le chef de l'État aujourd'hui est prêt, et dans cette logique, dans cette approche-là, s'il faudrait conclure les accords avec les diables pour récupérer les parties du pays qui sont sous occupation, eh bien, il faut aller. Je reviens, M. Manix. Il y a ceux qui pensent que vous êtes, dont je parle de l'Union sacrée, en train de former des opposants pour ces consultations. Mais comment former les opposants? D'abord, pour répondre à cette question, je ne suis pas de l'Union sacrée. D'accord? Je suis une personnalité politique qui soutient le chef de l'État et ses actions. D'accord? Et nous pouvons jeter nos dévolus sur le ministre que nous voyons qu'ils travaillent ou qu'ils excellent dans les secteurs d'activité. D'accord? Nous ne sommes pas de l'Union sacrée. Nous soutenons juste le chef de l'État et nous portons sa vision. Pourquoi? Parce que nous avons lutté ensemble à l'époque avec lui, l'IDPS. À l'époque, nous étions encore au sein du mouvement citoyen. Nous avions été là au front pour forcer et contrer les régimes de Kabila de pouvoir nous organiser les élections. Et jusqu'en 2018, nous avons eu ces élections et c'était Félix Tshisekedi qui était sorti vainqueur des résultats tels qu'annoncés par la CENI de Nanka. Donc, à ces jours, le chef d'État est encore là. Je ne peux pas en découdre ou changer de mots ou aller de gauche ou à droite. Nous tenons au soutien que nous avons fait au chef de l'État dès la prise de ses fonctions dans ses premiers mandats et nous allons évoluer comme ça jusqu'à la fin sans pour autant changer de tendance. Monsieur Manix, consultation sans opposition. On a appris hier que Joseph Kabila aurait envoyé une délégation. Quelle est votre analyse par rapport à ce qui se passe? Il y a certains cadres de l'opposition qui ne veulent même pas entendre de la main tendue de Félix Tshisekedi. D'abord, je voudrais revenir sur deux éléments que j'ai entendus de mon co-débatteur. Lorsqu'il parle de l'unité nationale, il dit l'unité nationale n'est pas égale au fait de conjuguer les efforts politiques entre l'opposition, la majorité et la société civile. Mais je voudrais dire à mon co-débatteur, l'unité nationale, c'est aussi ça. L'unité nationale est une réalité globale et totale. L'unité nationale prend en compte tous les paramètres qui peuvent réunir le Congolais autour des causes nobles, autour de notre tricolore national, autour des intérêts nationaux. L'unité nationale peut être fissurée sur le plan culturel. L'unité nationale peut être fissurée sur le plan sociologique. Les guerres des clans, les guerres tribales, les problèmes, les conflits tribaux, nous en avons connu autant dans notre pays. Ça peut fissurer, fracturer les tissus. Notre pays n'a pas connu de guerres tribales ou ethniques. Là, il faudrait se le préciser. Hein. Voilà. La parole. Nous n'avons pas encore connu des guerres tribales et des guerres ethniques. Sans pour autant entrer en contradiction, mais on évolue dans une logique d'ensemble. Voilà. Non, mais dans ce pays, nous avions, je pense qu'on n'est pas amnésique pour être sélectif lorsqu'il s'agit de retenir les événements du passé dans notre pays. L'affaire K. Mwenatsapu, c'était un problème des terres.
un problème des tribus. L'affaire Mobondo, s'il vous plaît, permettez-moi. Ce n'était pas une guerre. S'il vous plaît, ne perturbez pas un débat aussi républicain et intéressant. Vous avez notez, et lorsque vous aurez votre prise de parole, vous allez répliquer. Très bien. Nous en avons connu. Il y a eu autant de problèmes du point de vue sociologique que nous avions connus dans ce pays. Et cela a fracturé, a créé de la cassure dans le tissu sociologique de notre pays. D'où la nécessité de l'unité, de la fraternité, de concorde et de la solidarité nationale. Et même sur le plan politique. Le fait que les tendances politiques se divisent, lorsqu'il s'agit d'un problème qui touche la vie nationale, c'est alors que l'unité nationale devient la règle d'or pour la classe politique congolaise. Si vous ne le savez pas, lisons un tout petit peu, et d'ailleurs je le donne en termes d'affirmation, que dans un contexte de conflit, dans une réalité de guerre comme nous sommes aujourd'hui, l'opposition a l'obligation d'opter, j'ai bien dit l'obligation d'opter pour la voie de l'unité nationale. Mais qui dit, vous savez le mal avec le politique congolais, ils ne viennent qu'avec des arguments, mais ils ne fondent pas leurs arguments sur le texte qui régule la culture démocratique congolaise. Nous avons une loi dénommée la loi portant statut de l'opposition politique. C'est le cadre idéal qui organise l'opposition politique au sein de l'espace politique congolais. Je veux vous lire l'article 16.4 de la dite loi. Et cet article donne à l'opposition l'obligation. La loi dit: l'opposition politique a notamment les devoirs de, je cite le point 4, de privilégier les dialogues et la concertation sur les grandes questions d'intérêt national et dans la résolution de différends politiques. Encore que cette loi a un caractère organique. Et lorsqu'on parle d'une loi organique, en réalité, c'est la continuité de l'esprit constitutionnel. Parce que c'est une loi qui a été frappée par un contrôle de conformité préalable par le juge de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire ce qui est dit dans cette loi portant statut de l'opposition politique, c'est ce qui est voulu par les législateurs suprêmes de la loi fondamentale, la Constitution de la République. Ça veut dire le fait que le PPRD, le FCC, l'Envol, les CID, les LGD refusent la concertation nationale, cela est une violation de la loi portant statut de l'opposition politique. J'ai donné en appui l'article 16.4. Monsieur Manix. Non mais c'est ça le vrai débat. C'est ça le débat républicain. C'est ça le débat d'intelligence. Un débat sur de faits, mais aussi un débat sur les règles de droit. Vous avez parlé tout à l'heure des débauchages, ou le fait de créer des opposants artificiels. Mais qui est opposant artificiel? Je suppose que dans votre esprit, vous essayez d'imaginer notre ami Jeannot Lompepe, qui a été reçu par le professeur Eberande dans le cadre des consultations politiques. Mais justement parce que Jeannot Lompepe respecte les dispositifs et la teneur de l'article 16.4 de la loi portant statut de l'opposition politique. Lorsqu'il y a une crise, l'opposition doit avoir un esprit de dialogue avec le pouvoir. C'est dit dans la loi. Lorsqu'il y a un problème qui dérange la quiétude nationale, l'opposition doit conjuguer ses efforts pour, ensemble avec le pouvoir, voir comment on peut bouter dehors l'ennemi qui s'installe déjà sur le territoire national. Et d'ailleurs, du point de vue de la réelle politique, ce qu'a fait Jeannot Lompepe, ce n'est que du politiquement correct. Il n'y a rien de nouveau. Je vous informe que même Moïse Monidé, là, de Moïse Katumbi, du parti Ensemble, a été reçu par le professeur Eberande. Ça veut dire que dans la logique, le FCC, que vous le vouliez ou pas, le FCC a été consulté. Ensemble a été consulté. Parce que ceux-là qui sont venus, ils sont venus avec le mandat bien qu'ils n'ont pas donné par les dirigeants, mais c'était un mandat de facto.
Mais c'est un mandat de facto parce qu'ils portent l'identité politique de leur formation respective. Nous avions connu de cas pareils. Souvenez-vous, lors des contestations des éléments ou des membres qui composent la CENI, le FCC avait refusé, les PPRD avaient refusé de prendre part dans la composition de la CENI. Mais qui était venu représenter la CENI? N'est-ce pas Constant Moutamba et Angé Matembo? Et d'ailleurs, Angé Matembo était même dans la composition de la CENI. Et après, Constant Moutamba est entré dans le gouvernement comme ministre d'État, ministre de la Justice. C'est des choses que nous avions connues. Les cas de Chibala, les cas de Sami Badibanga. Ça veut dire, aujourd'hui, la politique, c'est aussi de l'arithmétique politique simple. La politique repose sur le tempo. On a l'impression qu'ils sont venus pour crédibiliser ces consultations. S'ils sont venus pour crédibiliser la consultation politique, en réalité, ils sont venus pour crédibiliser la démarche qui déboucherait à l'obtention de la paix en République démocratique du Congo. C'est quitter un combat noble et pour ça, on ne peut que jeter des volus sur nos amis qui ont accepté de taire les divergences et de voir les choses dans une direction commune. Je finis par ma proposition que j'avais faite au professeur Eberande. Lorsque nous étions en échange direct lors de consultations politiques, nous lui avons proposé l'idée de donner la primature à la jeunesse. Et de réserver un quota de 30% de ministres dans ce gouvernement-là. Pourquoi la jeunesse? 30%. Parce qu'en temps de guerre... Avec la taille de 26... Non mais oui, avec même la taille de 26 ministres, on peut parler de la représentation de 30%, pour 30% le quota de jeunes. Mais au moins que la primature soit réservée à la jeunesse congolaise. Très bien. Parce qu'en temps de guerre, nous avons besoin des hommes à situation. Lorsqu'on parle de recrues, le renforcement de l'effectif de l'armée congolaise, ce sont les jeunes qu'on appelle pour se faire inscrire dans l'armée congolaise, pas le vieux. Lorsqu'on parle de Ouazalendo, les Ouazalendo ne sont pas les vieux. Ce sont des jeunes. Lorsqu'il s'agit des manifestations publiques et populaires pour faire pression et dire non à la passivité de la communauté internationale, c'était les jeunes qui étaient dans la rue. Maintenant, pourquoi lorsqu'on crée le gouvernement, on dit non, les jeunes sont des enfants de l'écodim, ils n'ont que droit aux petits passages et aux petits versets, et la plus grande part doit être réservée aux aînés, alors que ce sont les aînés qui ont créé les accords avec le M23. Ce sont les aînés qui sont à la base de la guerre et de l'insécurité. Ce sont les aînés qui détournent le denier public de l'État. Ce sont les aînés qui sont à la base de l'ingouvernabilité. Si le territoire, le Nord Kivu, le Sud Kivu, est entre les mains des rebelles, ce n'est pas les jeunes. Et donc aujourd'hui, il faut que le président de la République soit devant sa responsabilité et une responsabilité historique. Merci. Lumumba a géré ce pays comme chef du gouvernement. Eri peut gérer ses gouvernements comme Premier ministre. Et d'ailleurs, il est plus âgé que Lumumba à l'époque. Moi, je suis plus âgé que Lumumba à l'époque. Merci. Nous avons les aptitudes, le background, la probité morale, la capacité, la passion de notre pays et nous pouvons diriger le gouvernement en tant que jeunes. N'est pas le faire, monsieur le président, vous payerez cash. Très bien. Vous avez les mêmes minutes, vous avez 5 minutes également. Alors, votre réaction, monsieur Manix a précisé qu'on peut répondre à la question de la cohésion nationale en ayant la représentativité de chaque province. D'abord, je voulais préciser une chose. D'accord. En tant que chercheur sur la question de conflit, en RDC, il n'y a pas eu de guerre ethno-tribale dans aucune province. Parce que quand on parle de guerre ethno-tribale, au sein de notre pays, par exemple, de la RDC, qui est un État-nation, d'accord, on voit la confrontation des deux groupes de communautés qui se disputent soit le contrôle d'un territoire, d'une portion de terre, d'accord, ou soit d'une partie des rivières, d'accord, pour des ressources qu'ils regorgent. Ok. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas eu, sur les 450 ethnies et tribus que nous avons, nous n'avons pas eu ce genre de guerres entre les ethnies et les tribus. D'accord. Malgré les nombres de plus de 450. Donc, les conflits Mobondo, ne confondons pas les conflits
les appétits politiques que les gens transforment en conflit et soudoient les communautés et utilisent le peuple pour leur positionnement. D'ailleurs, nous avions entendu, pour démontrer que c'était que des jeux politiques, les présidents de l'Assemblée nationale à l'époque, comme Naki Mosso, appelaient les députés et les ministres de quitter les groupes armés. Ça, c'était un message politique. Ce sont eux qui alimentent tous ces conflits. Ce sont eux qui alimentent tous ces conflits. La problématique avec Kamwina Sampo. Kamwina Sampo, ce sont des autochtones qui étaient mécontents des entreprises qui étaient venues s'installer dans leur territoire sans qu'eux ne puissent bénéficier des droits en tant qu'autochtones. Okay. Donc c'était un droit qu'ils réclamaient auprès des autorités de l'État et aussi auprès de cette entreprise-là qui voulait exploiter leur contrée. C'était tout à fait naturel. Mais des conflits frontaux opposant une tribu contre une autre ou une ethnie contre une autre ou une tribu contre une ethnie au Congo, vraiment, jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas eu encore ce genre de confrontation. Parce que dans une guerre ethnique, ethno-tribale, entre tribus ou entre les ethnies, là, l'État n'est pas un élément dans ces conflits. D'accord? C'est plutôt les acteurs communautaires qui sont des acteurs principaux dans ces conflits-là. Et l'État vient pour mettre fin à cela. Donc, jusqu'à ce jour, on n'a pas eu ce genre de conflit. Il ne faudrait pas donner plus d'éléments encore à ceux qui disent qu'il n'y a pas la cohésion, qu'il n'y a pas l'unité, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. Non. C'est pour laquelle j'avais dit ce sont juste des éléments psychologiques que les politiciens manipulent pour leur positionnement et pour servir leurs appétits. D'accord? Par rapport à la question dont vous avez posée sur... Je voudrais revenir sur la question consultation sans Moïse Katumbi, sans Kabound, sans Joseph Kabila et les autres. Comment, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura résolu les problèmes? Est-ce que si on les a dans ce gouvernement, on va résoudre le problème que nous avons actuellement? À quoi alors, à quoi ce sont des questions. On a une problématique, non? On lance des questions pour formuler des hypothèses. Mais on reste dans l'optique de M. Manix, consultation des crises ou le gouvernement des crises comme ça. En fait, après, si on les a, est-ce qu'elle va résoudre le problème? On croyait que la coalition FCC-CACH allait résoudre le problème des Congolais. Et pourtant, ça nous a amené au point où nous en sommes aujourd'hui. Donc, une circonstance peut permettre à SEC à résoudre la situation de crise qui a été créée, soit d'en créer d'autres. Mais c'est la volonté, ici c'est encore un élément psychologique, dans la psychologie politique. C'est la volonté des acteurs. C'est la volonté des acteurs, rien d'autre. Peu importe ce qu'on peut dire, peu importe tous les accords, le mot qu'on peut dire pour pouvoir mettre les Congolais ensemble, mais c'est la volonté des acteurs. Parce qu'il n'y a pas de contraintes pour celui qui veut aller ou celui qui ne veut pas aller. Il n'y a pas de contraintes. Quelles en sont les contraintes? Quelles en sont les contraintes? Il n'y en a pas. Au moins que vous puissiez être trouvé comme membre dans ce mouvement ou dans ce groupe rebelle. Là, la justice va s'en prendre à vous. Mais politiquement par là, il n'y a pas de contraintes. Et juridiquement parlant, il n'y a pas de contraintes non plus, je pense, jusqu'à ces jours. D'accord? Si c'est lui qui veut aller se faire consulter, mais qu'il parte, d'ailleurs nous le souhaitons. Vous pouvez, parce que les gens, plus ils voient consultation égale partage du pouvoir, être membre du gouvernement, non. Mais vous pouvez aller avec vos propositions sans pour autant entrer dans le gouvernement. Mais parler le même langage au moins sur la fin de la guerre, sur la paix, d'accord, sur la résolution des problèmes sociologiques des Congolais. On peut aller là-bas sans pour autant faire partie de moi, sans pour autant avoir les gâteaux comme on dit. Alors que dans la conception, même quand on dit gâteau, c'est qu'il faut s'en servir, il faut manger comme on veut. Mais on ne parle pas de la responsabilité des acteurs. J'ai une petite question. Malgré les avancées de ces consultations, les forums ou la démarche de l'Église catholique et SCC continue, on ne comprend plus rien.
Ben, les problèmes, vous savez, moi, j'avais proposé à l'époque au Premier ministre Ilon Kamba, lorsque nous avions discuté avec lui. Moi, je lui avais proposé de pouvoir, au-delà des projets sur l'entrepreneuriat des jeunes et sur la recherche, l'avancée de la recherche dans notre pays pour l'appropriation notamment de l'intelligence congolaise, nous avions sous-proposé la création d'un ministère des religions. Parce qu'il y a des problèmes profonds de la religion. Aujourd'hui, la religion, c'est lui qui gère ça, c'est le ministère de la Justice. Est-ce que le ministère de la Justice est approprié pour gérer les problèmes des religions, les problèmes de la foi, de la conscience spirituelle et de l'identité spirituelle des individus ou des populations? Il y a des problèmes en fait, il y a les approches. Il y a les approches, il y a des choses qu'il faut toucher. Est-ce que le ministère de la Justice est impliqué directement dans la gestion de la foi? D'accord? Nous avons proposé de créer un ministère rattaché même à la présidence de la République, mais ministère des religions, qui va nous permettre de pouvoir avoir au moins le contrôle de la foi. Okay. Parce que aujourd'hui, nos religions, d'accord, et nos églises sont des leaders d'opinion. Bien sûr, ils sont des leaders, je ne refuse pas, ils sont de la société civile, mais ils créent plus de problèmes qu'ils pouvaient en résoudre. Okay. Parce que la mission principale des églises, c'est les salis des âmes. C'est-à-dire, vous avez réussi une mission du Christ pour amener les gens vers les salis. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la démarche? Ces jours, la mission de l'église, d'accord, on l'a même actualisé ça, ce n'est pas seulement les salis des âmes, mais c'est aussi les actions politiques. Mais je ne refuse pas ni nier ou rejeter en bloc tout ce que l'Église catholique a eu à jouer ou les églises ont eu à jouer dans l'avancée de notre démocratie et de la vie politique. D'accord, sans pour autant les nier. Mais à ces jours, l'Église devrait d'abord se mettre ensemble. Il devrait se mettre en unité, parler le même langage et cesser ensemble des églises de réveil, les rosicruciens, d'accord, il y a même des églises de la foi occulte qui existent, les musulmans, les orthodoxes, d'accord, les jésuites, tous ces gens-là doivent se mettre ensemble. Et ensemble dans l'unité, et que Dieu réside aussi dans l'unité, avec la foi, maintenant proposer une nouvelle démarche, d'accord, aux politiques. Parce que l'église doit être cette église qui est au milieu du village. Merci. Mais est-ce que, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce que l'église congolaise est-elle au milieu du village ou pas? Parce qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des confessions religieuses, on crée aussi les rapproches. D'accord? ECC, SENCO, on les rapproche. Mais quelle est cette approche-là que la population va épouser? La population dont elles sont censées amener vers la foi. Merci, monsieur Herri. Alors, monsieur Manix, je vais reposer la même question. Comment vous voyez ces démarches alors que le président de la République a entamé les consultations, mais l'Église catholique est en train de continuer avec son partenaire ECC dans le même démarche? On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a même quelques opposants qui soutiennent la démarche de l'Église catholique ECC que le démarche entreprise par l'État congolais. Bon, d'abord, il faudrait noter que le dialogue fait partie de notre culture. La culture d'arbre à palabre. C'est du traditionnalisme politique congolais. Nous avions développé cette culture depuis la conférence nationale souveraine. C'est le moyen par excellence de régler nos conflits en interne. Lorsque nous avons des divergences, lorsque nous avons des points dichotomiques, il est important de se retrouver autour d'une table pour discuter. Mais les styles que nous avions adoptés depuis un temps, c'est celui de faire de l'Église les médiateurs pour départager les tendances politiques, pour départager la classe politique lorsqu'il s'agit d'une crise politique qui gangrène le fonctionnement normal de l'État.
Cela est une mentalité. Cela est une culture. Mais est-ce que le fait pour le président de la République de convoquer les consultations politiques, cela entre dans le cadre d'un dialogue national? Je ne pense pas. Parce qu'en réalité, les consultations politiques ne devraient pas précéder les dialogues nationaux. Il faudrait en temps normal commencer par un dialogue national où il y aura l'opposition, la société civile, les gouvernements, le pouvoir en place, autour de sujets le plus sensibles. Parce qu'il faut certaines vérités, il faut que certaines vérités soient dites. Il faut que Nanga nous dise pourquoi il a délocalisé la question de la souveraineté électorale. Parce qu'il nous a dit que tel a été élu. Quelques temps plus tard, il dit encore que ce n'était pas Tshisekedi qui a été élu. Nous devons parler de ces choses autour d'une table. Les inquiétudes de Joseph Kabila aujourd'hui. La position de Félix Tshisekedi eu égard à Joseph Kabila. Les plaintes, les doléances, la position de Moïse Katumbi. Celle de Jean-Marc Abound, de Mata Tamponio, ce sont des questions qui peuvent faire l'objet d'un débat national pour déboucher à une conclusion qu'on appelle l'unité nationale. Et l'unité nationale créerait des résultats. La décrispation de la classe politique. Les mesures présidentielles, c'est vrai, nous en avons déjà fait en amont, même si ça ne cadre pas avec l'esprit d'un dialogue national, parce qu'il y a encore des gens qui continuent de croupir dans la prison de Makala, le cas de Jacques Ndala, qui est encore là, pourtant c'est un acteur politique. Au nom de la paix, au nom de la décrispation du climat politique, Jacques Ndala devait être dehors. C'est ça, la logique d'un dialogue. Après. Mais le fait que le président de la République opte pour les consultations politiques, cela voudrait dire que le dialogue n'est pas une option pour le président de la République. Ok. C'est une conséquence logique. Parce que c'est ces dialogues-là, c'est vrai, les gens vont dire, bah, on n'a pas besoin de partage de butin. Mais c'est une réalité politique. Les politiques se retrouvent autour d'une table, ils parlent et ils se disent, ok, maintenant nous allons conjuguer nos efforts ensemble pour combattre l'ennemi commun qui est le Rwanda. Et on va combattre l'ennemi en étant dans un bloc qu'on appelle le gouvernement. Parce que c'est les gouvernements qui prennent des décisions majeures pour le sort et la destinée du pays. Mais ne pas le faire, cela voudrait dire que le président de la République n'opte pas pour le dialogue avec l'opposition et avec la société civile. Parce que dans les consultations politiques, les questions les plus sensibles ne sont pas abordées. Les consultations politiques, en réalité, est un schéma unilatéral. Où les professeurs Ebérande vous donnent un schéma, ils vous disent, je vous consulte pour tel point, tel point, tel point, tel point. Vous donnez vos avis et puis après, il va remettre acquis des droits pour que le président de la République donne sa dernière sanction. Qu'est-ce qui devrait être fait, M. Manik, si on est en train de terminer? Mais j'ai parlé du dialogue. Il est important de dialoguer. Si Corneille Nangaa peut être vu comme un acteur politique, parce que Corneille Nangaa a un statut ambivalent, un statut double. Il est en même temps rebelle, la dimension militaire, et il est en même temps politique comme acteur politique. Or, les cadres de négociations avec les rebelles, c'est bien le processus de Nairobi. Ça veut dire que c'est dans le cadre du processus de Nairobi qu'on peut discuter avec le M23 et l'AFC, pour rester cohérent par rapport au cadre des règlements de conflits classiques qui nous a été d'ailleurs proposé par toute la communauté internationale. Mais lorsque l'on prend Corneille Nangaa comme acteur politique, le cadre idéal de discuter avec lui, c'est dans un dialogue national. Il faudrait que Nangaa soit là, parce que Nangaa devient une épine. Ça, il faut qu'on se le dise. Vous plaidez pour le dialogue. Non, mais je ne peux que plaider pour le dialogue, parce que le dialogue, ça fait partie des solutions. Mon ami tout à l'heure a dit, même si on parle avec l'opposition, ça va apporter quoi? Ben, si on parle avec Nangaa comme un opposant politique, il va baisser les armes. Si on parle avec Willy Ngoma comme acteur politique, s'il accepte de porter ses statuts, il va baisser les armes. C'est un moyen.
Parce qu'il faudrait se constituer en un seul bloc pour attaquer nous tous l'ennemi commun qui est le Rwanda. Parce que Kagame, je l'ai toujours dit, vous avez dans un contexte de guerre, surtout un contexte d'agression, comme c'est le cas de l'agression rwandaise contre le Congo. Merci, monsieur Manix. La seule opposition qui existe, c'est l'opposition congolaise contre le Rwanda. Et à ce stade, même le président Tshisekedi était un opposant. Même Mbosso était un opposant. Bahati, Mouyaya, tous les membres du gouvernement sont des opposants, mais nous sommes des opposants. Comme ça, donc c'est juste pour vous dire que il est important d'opter pour le dialogue, et j'ai fini par le fait d'ailleurs, j'ai trouvé que mon co-débatteur a évolué lorsqu'il a parlé des problèmes de la religion, et il a reconnu qu'au niveau de la religion, on peut avoir un problème qui aura besoin de l'unité nationale. Très bien. Et je voudrais rester un tout petit peu sur sa proposition. J'ai créé un ministère de la religion. Des religions. Ou un ministère des religions. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est lorsqu'il dit que les ministres de la justice gèrent le domaine spirituel ou le domaine de la foi des églises. Non. Le domaine spirituel, le domaine de la foi, reste l'apanage exclusif des églises. Les ministères de la justice... Je n'ai pas dit qu'il gère, j'ai dit attaché. Non, mais il n'est même pas attaché à ces domaines-là. Non, les églises sont gérées par les ministères. Non, mais c'est parce que le ministère de la justice... Le ministère de la justice règle la question de la réglementation. Vous savez le statut juridique d'une église? Une église a la forme soit d'une ASBEL ou d'une ONG. Il doit avoir des documents pour œuvrer. Et c'est lui qui confère ces documents, c'est le ministère de la Justice. Dans le cadre de la réglementation. C'est là même le problème. Mais c'est là même le problème. Justement, lui, il intervient que dans ça. Mais c'est là que je parle de la création des ministères de religion. Le choix des animateurs de confession religieuse, le ministère de la Justice n'intervient pas. Ça, c'est pas son problème. Très bien. Ce n'est pas au ministère de la Justice de dire que non, c'est désormais Kankenza qui devient les chefs de file des confessions religieuses. Merci beaucoup, monsieur. Ce n'est pas à monsieur ministère de la Justice de Moutamba qui va dire c'est désormais tel qui devient à la tête de l'église catholique. Pas du tout. Vous avez la parole, monsieur. Je n'ai pas la parole, c'est Manix qui est encore là. Vous m'avez interféré d'ailleurs que malheureusement, moi, je ne vous ai jamais... Franchement. Les téléspectateurs vont constater que vous avez eu plus de temps que moi. Malheureusement. Donc, par rapport aux approches... Par rapport au dialogue d'abord. Oui, par rapport au dialogue... Non, par rapport aux consultations au dialogue. Oui, monsieur Manix... Oui, par rapport à l'approche... Non, parce que là, il a abordé la problématique de l'approche des dialogues. Voilà. Et il m'a dit que moi j'ai dit qu'on ne devait pas, l'opposition n'a pas sa place dans le dialogue. Non, c'était dans une approche consultative, d'accord. Le fait d'être consulté, ça ne veut pas dire que vous faites partie ipso facto membre du gouvernement, mais vous être consulté et venir avec des propositions comme ça s'est fait partout ailleurs dans le pays où les démocraties dont certains Congolais veulent toujours avoir comme modèle. Ça s'est fait partout. En France, nous avions vu lorsqu'il y a eu crise. Macron a consulté François Hollande, il a consulté Sarkozy, il a consulté tous ses anciens. D'accord? Mais c'est le fait de les consulter n'avait pas fait de membres du gouvernement. D'accord? Et puis ça peut aussi se faire si réellement nous voulons agir pour l'intérêt de la patrie. C'est ça pour laquelle j'ai dit ici, c'est que chacun de nous doit avoir cette responsabilité en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur religieux, leader d'opinion, animateur de la vie politique et aussi en tant qu'acteur de la société civile, de prendre d'abord ces comprimés de la cohésion et de l'unité dont ils veulent friser, de pouvoir dire haut et fort à la population congolaise que la cohésion est là. L'unité, elle est là. Et après cela, nous devons entamer d'autres démarches maintenant. D'accord? Parce que la cohésion dont il parle, entre la population, il y a la cohésion. C'est la cohésion de la classe politique. La cohésion des élites. L'unité, c'est la cohésion de la classe politique et des élites. Parce que aujourd'hui, la population va se retrouver où? Dans ces consultations. Est-ce que les mamans maraîchères ont été consultées? Bien sûr que non. Ont été représentés. Qui a représenté maman maraîchère?
n'ont pas été consultés. C'est la classe politique et les élites. Voilà. Donc tout ça, c'est politique. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la cohésion nationale. Non, ça n'a rien à voir avec la cohésion nationale et l'unité nationale. Mais plutôt, c'est lié à l'unité politique, aux intérêts politiques des uns et des autres. Merci. Parce que des mois après demain, ces gens-là, nous allons le voir au sein du gouvernement, ils vont même oublier la population ils s'étaient dit, nous portons la voix de la population de tel autre. On a compris. Pour les derniers mots, nous, en tant que jeunes leaders, nous devons faire face à nos responsabilités. Les politiques membres du gouvernement, acteurs actifs ou passifs, doivent faire face à leurs responsabilités. En cela, j'interpelle le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Monsieur le gouverneur, vous avez bâti votre campagne sur les thèmes exigeant le meilleur. Mais vous ne travaillez pas pour le meilleur, pourquoi? Réveillez-vous si vous dormez. Mettez-vous debout si vous êtes encore assis dans vos bureaux. La ville de Kinshasa, dans son contexte actuel, ne permet pas à son gouverneur d'avoir des cravates, de rester dans un bureau climatisé. Mais le gouverneur doit être l'homme de terrain. Kinshasa veut être dirigé. Kinshasa veut sentir la présence d'un gouvernement. Merci beaucoup. Monsieur Manix, dans 30 secondes, on retient quoi? Des Non, manières ramassées. Je ne peux que réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure, que la primature revienne à la jeunesse. Que le gouvernement soit appelé gouvernement de crise ou gouvernement de guerre, que le gouvernement ait comme taille 26 ministres en raison de chaque ministre par province, mais aussi que ces ministres ne soient pas payés à la limite, qu'ils aient droit à une prime de guerre au même montant qu'un général qui est au front. Merci beaucoup, monsieur Manix Yenda. Merci également, monsieur Eri Massimbo, pour avoir accepté notre invitation. Je dis ici merci au DP, Georges Tchata, de la direction des recettes non fiscales au là-bas, avec toute la mobilisation observée. Nous vous disons félicitations et les meilleurs restent à venir. Je vous retrouve d'ici là prochainement, chers téléspectateurs et internautes. Au revoir.